Bon, en tout cas, ça me laisse le temps de vous saluer, de vous dire tous et à tous mon très grand plaisir d'être parmi vous. Merci à André de m'avoir invité. Voilà, de se souvenir de notre collaboration qui date depuis l'époque où j'étais rectrice de l'Académie de Créteil, parce que à Créteil, point de suspension, vous savez qu'il y a eu de ce point de vue-là une grande continuité de notre action de soutien évidemment au mouvement contre l'inconstante macabre, avec des initiatives pédagogiques extrêmement intéressantes et fortes qui ont vraiment pu s'incarner, en particulier dans des circonscriptions, dans des collèges. Je pense en particulier, parce que j'ai vu qu'il était sur le programme, mais je n'arrive pas à le voir, à tout le travail qu'on a fait avec Philippe Roderer. Je ne sais pas s'il est déjà dans la salle, mais j'ai vu qu'il était sur le programme de l'après-midi. Voilà. Et voilà, c'est une réflexion qui m'a, en tout cas moi personnellement, beaucoup nourrie, y compris dans le travail qui a pu être fait ensuite à la direction générale de l'enseignement scolaire, où la dimension évaluation a été également fortement présente. Alors, merci de me permettre d'échanger avec vous sur un enjeu qui me paraît à l'heure actuelle extrêmement fort et que je vois monter depuis quelques années, qui est celui en fait du rôle du numérique dans l'évaluation, et particulièrement dans l'évaluation diagnostique, dans l'évaluation formative. Et il se trouve, et c'est aussi pour moi l'occasion de leur adresser un vrai coup de chapeau, que je suis actuellement à la tête d'une académie qui est quand même extrêmement dynamique et performante sur cette question du numérique. Ça me permet de saluer avec beaucoup d'amitié toute l'équipe de l'Académie de Nancy-Metz que je vois ici dans les premiers rangs, en particulier la DAN en fait, Christine François et toute son équipe, et j'aurai l'occasion d'en parler. Nous réfléchissons beaucoup à cette question de la relation évidemment entre le numérique et la pédagogie, particulièrement l'évaluation, avec aussi la très grande chance d'avoir à nos côtés des laboratoires de l'Université de Lorraine extrêmement pointus sur ce sujet, et en particulier sur celui dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est le rôle de l'intelligence artificielle dans l'évaluation des acquis des élèves. Parce que je vois monter ça depuis quelques années, et actuellement c'est plus une petite montée, c'est vraiment un raz-de-marée, et je pense que ce raz-de-marée-là, il faut que nous arrivions à le maîtriser, à le comprendre, à l'accompagner et à l'expliquer. Et donc, ce que je souhaite, c'est partager avec vous les réflexions que nous avons en interne à l'Académie de Nancy-Metz avec les laboratoires de l'Université de Lorraine sur ce sujet. Voilà pourquoi j'ai donné ce titre de « Vers une évaluation augmentée » pour l'interrogation, comme nous allons vers l'homme et la femme augmentée, je pense. Et donc voilà, c'est de cela dont je souhaite vous parler. Alors quels sont les enjeux finalement de l'évaluation que nous essayons de mettre en œuvre ensemble depuis plusieurs années au service d'une évaluation, et vraiment je me targue de continuer à utiliser ce terme que je crois beaucoup, d'une évaluation qui soit à la fois bienveillante et exigeante, comme nous l'avons beaucoup écrit dans les années passées, et encore évidemment à l'heure actuelle, puisque cette évaluation elle est au cœur des apprentissages. Pourquoi évaluation exigeante et bienveillante? Parce que d'abord, les enjeux de mon point de vue de l'évaluation sont quand même extrêmement liés aux questions qui nous occupent tous les jours dans les classes, c'est-à-dire les questions de différenciation pédagogique, comment est-ce qu'on s'adresse à tous les élèves, et puis surtout aux finalités qui sont assignées à l'évaluation, c'est-à-dire une évaluation qui permette de prendre véritablement en compte le travail de l'élève, le travail personnel de l'élève, cette notion qui est extrêmement importante de travail personnel de l'élève, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, qui est aussi au cœur de l'initiative et du dispositif Devoirs faits que nous mettons en place au collège, le travail personnel, les progrès de l'élève, et puis aussi, rappelons-nous, la question de la lisibilité et du partage, de la transparence de l'évaluation avec les familles. C'est quelque chose auquel on avait beaucoup travaillé, André et nous-mêmes, quand on était à l'Académie de Créteil, on essayait de dire que n'oublions pas ce rôle d'échange avec les familles, de communication avec les parents, extrêmement important. Parce que si nous sommes dans l'école de la confiance, cette confiance,
elle doit être réciproque entre les élèves, l'école et la famille. C'est ce trio-là qui doit se faire confiance, et l'évaluation, évidemment, en fait totalement partie. Alors, ce qui apparaît de plus en plus, c'est que l'enseignant s'appuie dorénavant sur des outils extrêmement variés pour renforcer sa pratique pédagogique de tous les jours. Et évidemment, ça doit s'incarner également dans l'évaluation. Et l'un des points que je voudrais traiter avec vous, c'est comment est-ce qu'on peut concilier le détail, la précision, l'exigence du suivi personnel des élèves avec cette réalité que nous avons dans nos classes, qui est que nous sommes évidemment non pas dans du préceptorat, mais dans l'enseignement que je pourrais qualifier de masse, avec un certain nombre d'élèves devant nous, dans chaque classe, et un certain nombre de classes en responsabilité. Et c'est finalement toute la très grande difficulté que rencontrent la plupart de nos enseignants à l'heure actuelle, et qui l'exposent extrêmement souvent. Cette exigence de plus en plus intense de prendre les élèves tels qu'ils sont, et de les accompagner dans leur parcours, toute la logique des cycles qui était conçue justement, qui est conçue dans cet esprit-là. Et pour autant, oui, nous sommes, je le répète, dans un enseignement qui est l'enseignement collectif, un enseignement de masse, qui a d'ailleurs son intérêt, j'en reparlerai à la fin de l'exposé, sur la dynamique collective. C'est pas seulement un poids qui pèse sur nos épaules, c'est aussi une chance. Parce que nous sommes dans un contexte social, et que cette socialisation par l'école, c'est aussi une des missions prioritaires de l'école en termes d'éducation, en termes de citoyenneté, en termes de vie collective. Alors, lorsque on pense au numérique et à l'informatique, et lorsque on a commencé à regarder comment le numérique finalement s'immisçait dans nos classes, eh bien évidemment, on a assez vite pensé au rôle que prenaient les machines, les ordinateurs dans nos classes. Et finalement, au départ des premières réflexions, donc des outils informatiques qu'on a tous connus, les plans informatiques, etc., on voit bien que la première acception de ce terme-là dans l'enseignement correspondait plutôt finalement à un synonyme de mécanisation, de robotisation, de déshumanisation, que d'aller au contraire vers de la personnalisation et de l'aide individuelle. Et c'est ce cap-là qu'on est en train de franchir. Voilà pourquoi, en particulier, il faut faire attention à la manière dont on utilise le terme, je crois, intelligence artificielle, qui a tendance un peu à, je crois, beaucoup atténuer le sens de ce que l'on peut y mettre véritablement derrière. Parce que, en fait, l'intérêt que l'on va pouvoir trouver à l'utilisation de l'intelligence artificielle, du deep learning, du machine learning, etc., du learning adaptative, tout ce qu'on voit, adaptative learning, tous ces mots franglais que nous utilisons maintenant, en tout cas, leur sens profond, c'est quand même de dépasser cette robotisation, cette mécanisation, pour aller justement vers de l'individualisation. Vous savez très bien que c'est quelque chose auquel vous êtes confrontés tous les jours dans votre vie quotidienne. En particulier le commerce numérique auquel nous sommes tous adeptes, eh bien, vous savez très bien qu'à l'heure actuelle, le démarchage commercial via les réseaux, par exemple, s'appuie sur des moteurs de recherche, qui sont des moteurs de personnalisation. De faire pour vous proposer, pour regarder dans votre cerveau, pour regarder dans vos habitudes, pour regarder dans la manière dont vous vous baladez sur le net, etc., pour comprendre finalement ce qui est susceptible de vous intéresser dans la zone que vous avez l'habitude d'utiliser, et puis pour peut-être vous emmener un cran plus loin vers des produits que vous ne connaissez pas encore, mais dont on devine, parce qu'on a regardé les habitudes de consommation de centaines de milliers de personnes, que si vous réagissez comme la plupart des êtres humains, vous allez certainement aussi être intéressé par ces produits-là. Eh bien voilà, est-ce qu'on peut utiliser ces logiques-là pour quelque chose qui, de notre point de vue, est peut-être quand même plus enrichissant pour l'être humain, c'est-à-dire pour la personnalisation des parcours d'apprentissage, et en particulier pour avoir une évaluation qui soit justement au service des apprentissages de ces élèves.
c'est tout, voilà, c'est ce terme d'intelligence finalement qui est plus utile que le terme d'artificiel. Et si cette machine, elle devient intelligente, elle devient capable de s'adapter finalement au parcours de chacun, est-ce qu'elle peut aller un cran plus loin que simplement l'aide un petit peu standardisée de présentation de contenus qui sont finalement assez identiques pour tout le monde et qui serait simplement la mise à disposition individuelle, mais de contenus qui sont finalement totalement standardisés. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est finalement, est-ce qu'on peut dépasser le stade du numérique conçu comme une simple mise à disposition d'un contenu foisonnant, d'information et de formation, pour aller vers une interaction, et j'ose utiliser le mot en parlant de machine, pour une interaction qui soit presque vivante avec l'élève. C'est-à-dire qu'ils tiennent compte de ces processus d'apprentissage, de ces mécanismes intellectuels. Et est-ce que notre pratique à nous en tant qu'enseignants, elle va s'enrichir de cela ou au contraire, est-ce que la subtilité de l'intervention de l'être humain comme enseignant va finalement totalement se diluer dans ces nouveaux dispositifs techniques? Et donc c'est un peu ça la question. Et est-ce que finalement nous, en tant qu'enseignants, en tant que formateurs, en tant qu'inspecteurs, en tant que manager de l'éducation, on a un rôle à jouer pour essayer de faire en sorte d'influencer le cours de l'évolution artificielle, de l'intelligence artificielle, pour que justement elle aille vers davantage d'humain, d'interaction et de subtilité. Moi je pense que oui, à condition qu'on soit vigilant, qu'on ne le subisse pas, qu'on s'en empare et qu'on soit exigeant sur ces questions. Alors, premier point que je voudrais de ce point de vue-là développer, comment aller vers un enseignement qui soit le plus adapté et adaptatif possible aux élèves. Et comment le numérique peut vraiment être un soutien à ces processus d'individualisation et de personnalisation. Puisque l'idée, c'est quoi finalement dans l'adaptation de l'enseignement? C'est d'arriver à proposer et adapter des parcours, des contenus, des cours, des exercices, des méthodes au profit du profil particulier de chacun des élèves. Le premier point, qui nous manque souvent de notre pratique, c'est qu'il nous faut fonder le diagnostic pour permettre à un élève de progresser à son propre rythme et suivant ses propres chemins, à partir de la compréhension de tout ce que l'élève a déjà réalisé, de ce qu'il est capable de faire et de ses points de blocage. Or ça, nous le faisons évidemment dans notre pratique d'enseignement, mais disons-le, il y a une certaine part d'approximation, il y a une certaine part aussi de manque de temps pour être capable d'aller vraiment percer à jour les mécanismes de pensée de chaque élève. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement complexe et chronophage, et pour lequel, en général, nous n'avons pas véritablement les capacités de le faire. Ce qui est intéressant dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, et donc la mémoire numérique, on va dire, est capable d'explorer, en un temps extrêmement court, finalement, des centaines et des milliers de processus itératifs de raisonnement et de réflexion des élèves, et non pas à partir d'un seul élève, mais à partir de milliers, de centaines, de dizaines de milliers et de centaines de milliers de cas. Et que ce qu'un être humain ne pourrait évidemment pas faire, le numérique est capable de le faire, et surtout le numérique est capable de présenter ça sous forme d'une synthèse lisible d'éléments de diagnostic qui, à l'évidence, ne peut pas remplacer la décision pédagogique, et je me permets d'insister sur ce point, mais qui est une aide incommensurable, une assistance à la prise de décision pédagogique. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant, et je pense que Monsieur le Ministre a dû avoir l'occasion de vous en parler juste avant. Le travail qui est réalisé par exemple à l'heure actuelle autour des évaluations de CP, de CE1, de 6e, de seconde, va fournir un certain nombre des données extrêmement importantes sur les processus des élèves, même si on en est à un stade simplement où on est à une prise de vue à un instant donné.
mais ce travail-là, il va pouvoir se développer à plusieurs instants de la vie de formation, du parcours de formation des élèves, pour finalement regarder de quelle manière les élèves bloquent, apprennent, progressent au cours d'une année. Tous ces résultats qui peuvent être enregistrés sous forme de tableaux de bord détaillés pour chaque élève sont évidemment aussi utilisables par notion particulière, on pourrait examiner ce cheminement, et sont à la fois des éléments diagnostiques précieux, des systèmes d'alerte et aussi je le redis, des éléments qui permettent à l'enseignant de diagnostiquer, de repérer des éventuelles difficultés, d'utiliser après tous les moyens qui sont à sa propre disposition pour les confirmer ou les infirmer et pour proposer un certain nombre de solutions. Oui, je crois que ce sont des éléments qui permettent une différenciation pédagogique rapide et extrêmement efficace, même si, je le redis, en aucun cas, l'ordinateur, pour faire simple, ne peut, à la place du professeur, faire des choix pédagogiques. Parce que celui qui est à côté du professeur, de l'élève tout au long du parcours, c'est bien l'enseignant qui regarde en temps réel, en permanence, les élèves interagir, évoluer, penser et travailler. Et donc, et en particulier, évidemment, la maîtrise disciplinaire des professeurs est absolument indispensable pour interpréter au mieux les indicateurs qui peuvent être donnés de ce point de vue-là. Alors, il faut vraiment que moi, ce que je constate, c'est qu'on a à l'heure actuelle beaucoup de solutions qui sont en train d'émerger. Moi, je les ai vues il y a quelques années émerger dans les pays anglo-saxons, dans les entreprises privées. Je suis très contente de voir qu'en France, on est en train de s'emparer de ces questions et de manière publique. Je pense en particulier à tout le travail qui est fait à la fois par le ministère et de l'Éducation nationale, mais aussi par celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, autour, par exemple, du plan d'investissement d'avenir, le soutien financier extrêmement important, qui permettent d'aider des laboratoires de recherche et d'aller justement vers une utilisation de plus en plus intelligente de ces données, aussi sur la réflexion sur la protection des données des élèves, et la manière dont on les utilise, qui est évidemment quelque chose qui doit être complètement corrélé à ce travail-là, et qui permettent vraiment de traiter les résultats de manière intelligente, en redisant bien que l'enseignant a toujours la liberté d'utiliser ou de ne pas utiliser les recommandations qui sont faites, de les valider ou de les infirmer, et qu'il demeure en tout temps, évidemment, maître de la pédagogie. Mais pour autant, nous voyons vraiment dans les classes que nous suivons, et qui s'emparent de ces outils avec autour des banques de ressources, des plateformes d'apprentissage qui existent désormais, et en particulier dans notre académie, où vous savez, nous sommes une région un peu en pointe sur ces questions-là, avec tout le travail autour du lycée 4.0, c'est-à-dire le numérique à très grande échelle dans l'ensemble, bientôt, des établissements de la région Grand Est. Eh bien, il nous paraît extrêmement important que tout ceci puisse vraiment se concrétiser, par exemple, par des propositions de plans individuels de travail pour chaque élève, par des tableaux de bord qui permettent un suivi de la progression des élèves, par tout le travail autour de l'analyse prédictive, des choses absolument passionnantes que nous travaillons avec les laboratoires de l'Université de Lorraine, par aussi la proposition qui est en train de se faire, et on va le voir avec les évaluations CP-CE1, des propositions de groupes d'élèves qui présentent des difficultés similaires, qui sont arrêtées à peu près au même point, avec un soupçon finalement de blocage autour des mêmes notions, des mêmes difficultés, pour franchir un cap, là encore, avec des enseignements qui soient au contraire plus personnalisés. Moi, je crois que c'est aussi un élément très important pour soutenir la motivation des élèves et les accompagner dans leur progrès. Et c'était quand même tout l'esprit du mouvement contre la constante d'Arcade. C'est-à-dire que l'évaluation, ça ne doit pas casser les élèves, ça doit au contraire les pousser à avoir encore plus d'ambition, avoir la conviction que le travail paye et permet de surmonter un certain nombre d'obstacles. Parce qu'en fait, la vie, elle est quand même une jolie succession d'obstacles à franchir, et évidemment le parcours scolaire aussi. Mais ces obstacles ne doivent pas être des montagnes. Et on ne doit pas porter un bonnet d'âne à chaque fois qu'on a du mal à la gravir et qu'on est peut-être passé par l'autre côté. C'est ça, en fait. Cette évaluation, elle doit être encourageante,
elle doit être dynamique, elle doit être motivante. Et le fait qu'on arrive par là à peut-être mieux expliquer, accompagner les élèves sur leurs difficultés, les échecs, les réussites, je crois peut vraiment être un soutien très fort à la compréhension par chaque élève de là où il en est